So I just got the green light that live streaming is working now. So I think that from that technological point of view, we are ready to start. Meanwhile, the latecomers are also joining us in the room. So let's move, as I said, on the second point in the agenda, so the second thematic block that will be addressed throughout the conference. We are going to explore through this second plenary session SSE and the future of work at the core of the decent work agenda. And we are going to do that in the same format we used this morning. So we are going to invite on stage a moderator who is going to introduce us 3 speakers. And then this will be followed up by a discussant that is going to enrich the conversation and highlight the main points and consideration to be taken into account so that we can then close the afternoon. Okay, translation is not working. Okay, we have an issue with translation. Thank you for, now it's working? Okay, good. So I was saying that this plenary session will allow us then to close the day through the last round of parallel session that hopefully, again, will open up the debate into the sub-themes that we have in the agenda today. Just let me remind you that all the materials, presentations, and resources are uploaded step by step on the SSE Collective Brain, so the platform and website that Fernando was showcasing yesterday. So as time goes, we are making sure that all materials are there. In particular, by the end of today, I think in 1 hour, we will also have the draft text of recommendation that were already formulated based on the first findings and results of research. So I kindly ask you to go there and check and make sure that you read this material, because tomorrow will be very, very important for us that you are all aware about what has already been achieved, and then we can focus and have a more in-depth conversation about those results. Okay, having said that, I think we are almost here, so I'm going to invite Valérie Breda from the International Labour Organization, who is going to again be with us and support us with the moderation of the next session. So I'm going to take care of the presentations, and Valérie, over to you. Thank you very much, Alessia. Good afternoon, everyone. How are you? How was the lunch? Great. How was the lunch? Good. Okay, I can sit. Thank you. So you won't fall asleep? Do I have to speak in French, English? Italian I cannot do, but... So I'll start in English and maybe I'll switch to French at some point. So this afternoon session is about the SSE and the future of work, and the focus is also on the decent work agenda. So the objective of this session, we mentioned yesterday already about the future of work in the opening session. You heard that the ILO is celebrating its 100th anniversary this year, so it's for us it's very interesting to look back what we have done over the past 100 years, but also to look forward what we will do in the next 100 years and how work will look like in 5 years, 10 years, and even 100 years, right? So this session is really key to us, and the objective actually is to explore the key challenges related to the future of work. What will happen? And how will it affect communities globally? We saw yesterday that there are mega trends out there, that economic mega trends, environmental mega trends, demographic mega trends, economic mega trends. So many things are changing around us. It's not now, it has started already a few decades ago, but it's accelerating. So first, it's very important in these sessions to explore these challenges and see how the SSE organizations are addressing them, or have the potential to address, actually, looking at the specificities of these organizations. And you have seen that on the title we have really mentioned the decent work agenda,
which you know is decent work is the mandate of the ILO, right? And we articulate this decent work agenda around 4 pillars, being the creation of jobs, the rights at work, but also social protection for workers and their families, and social dialogue. So the way workers are able to organize and to dialogue. So we will have 3 speakers for this session, and first I would like to invite the first speaker, who is Riccardo Bodini. So Riccardo actually has been a little bit behind the scenes since we started this conference yesterday, but he's one of the key organizers and he has contributed a lot to the organization. So I take advantage to thank you very much, Riccardo, for your support. So you can blame me if something. So this will come later. Okay. So Riccardo is the director of Eurixe. He has joined actually Eurixe in 2010, so it's nearly a decade. He has held different functions within Eurixe, but since a few years, he's directing the organization. In addition to managing Eurixe, Riccardo also works directly with public sector agencies, cooperatives, and social enterprises on applied research and consulting projects ranging from strategic planning and organizational, this is difficult, design, or even in French it's difficult, you understood, and also policy analysis. Before joining Eurixe here in Trento, Riccardo worked in the US, in Chicago in particular, working for RW Ventures, which is an organization specialized in urban and regional economic development. So Riccardo, the floor is yours, and Riccardo will, as a first speaker, will look at the challenges of the future of work. So please. Thank you. Thank you, Valerie. Thank you all of you for joining us here in Trento and taking part of this conference. It's been a real pleasure meeting a lot of you in person after months or years of interacting via email or Skype, working together. So what I've been asked to speak about is sort of start a little framing the issue of the relationship between the social and solidarity economy and the future of work. And to do this, I will briefly go over some of the key trends that are shaping the present and the future of work. And then what can we expect from the future of work as a result of these forces at play? And then what are the specificities of social and solidarity economy organizations that make them a particularly interesting set of actors to look at when we're looking for answers to some of the challenges that the future of work presents. Some of these things we've heard before in the speeches that have preceded me, so I will go fast, but then if there's questions, I'm sure we'll have some time at the end to go deeper into some of these topics. First, when we think about the way in which the world of work is changing, we have to realize that there's a lot of different forces at play, different types of trends that are shaping the world of work. We have demographic trends. The increase in the world population is concentrated in countries that have high unemployment rate. And this results in a surplus of labor supply globally. There are economic trends. We know with globalization, the location decisions of firms shifting and moving production processes around, chasing lower costs, has clearly a big impact on the quality and the demand for employment. There are technological changes, and we hear a lot about these with the advances in artificial intelligence and information technologies and how that is impacting the world of work. And of course, there are social trends and changes as well. We know social needs are changing, the profile of our populations is changing, and as a result, the demand for services and so for employment is shifting across the spectrum of economic activity.
So the combination of these trends already today is causing some profound changes in the world of work. One is we're seeing a concentration of growth in employment in sectors, like in particular service sectors, okay, where relations are important. We see an increase in employment that is faster than GDP, but at the same time, the share of GDP that goes to labor income is decreasing. If we go back a couple decades to the 1970s, this share was around 70%, and today is lower than 50%. What this means is that the relative portion of GDP that is going to rents and profits is increasing, and as a consequence, the quality of work is getting worse. Work is getting paid less and less and becoming more precarious, which is the next point you see on this slide. Clearly, growth of precarious contracts, reduced hours, and so forth. These things are clearly connected. Another thing that we're seeing is an increase in the polarization of the labor market. We're seeing kind of a hollowing out of those blue-collar, white-collar jobs that were kind of the bedrock of the middle class, and we see lower skills, lower income jobs paying less and less, high skills, high income jobs paying more and more. This chart, I think, shows it very well. This is the trend in wages in the United States from the 60s through really just 2 years ago, divided by education level. And so you can see that up until the 80s, pretty much regardless of your education level, the trend was fairly similar, and wages were trending up for everybody. Since the 80s, there's been a sharp divergence. And we see wages for people that don't have a high school degree or just have a high school degree really dropping, and wages for people with a bachelor degree or higher increasing very fast. And this holds true both for men and women. Now, if this is what's happening today, what can we expect, kind of looking ahead a few years? We know for sure that the evolution in digital technologies, information technology, artificial intelligence is only going to keep going and go even faster. And the jury's still out, I guess, on what is the net effect of this. Every time in the past the technological revolutions happened, they wiped out some jobs but created new ones. And that's certainly it's the case this time as well. I was reading, this has nothing to do with the social economy, in fact, quite different sector, but to fly one unmanned drone, so the US Air Force employs 30 people. You lose the job for the pilot, but you need 30 people to fly those things. And you need 80 people to analyze the data that those drones collect. So this is just one example to show that, yes, it's true, technology has a disrupting effect. We'll have to see what the net balance is. One thing that makes us think that this time it might be different is that despite those facts, like I just told you, the net impact on jobs will be bigger than in the past, is the speed at which technology is advancing and the pervasiveness in which it's impacting jobs across the economic spectrum. Okay, so more than in the past, more and more professions are being impacted and affected by this. And there's this very famous research by these two researchers, Osborne and Frey, that mapped some 700 or 800 different professions and estimated that pretty much almost half of them will be totally replaced by computers in the next decades. So for sure, technology will have a big impact, and for sure, a lot of jobs will be lost because of it. Second, we will see, again, an increase in the relative importance of the tertiary sector, service sector, relative to manufacturing. That's already been happening. There's no reason to expect that to change. In fact, it'll happen even more. The problem is that jobs in those sectors, service sectors, agriculture, those are the ones that are most prone to precarious working conditions, worker exploitations. And finally, this division between better paid jobs and lower paid jobs
also is likely to keep increasing. So if these are the trends and these are the challenges that are expecting us related to the future of work, the first thing we need to realize is that government alone are not capable of coping with them anymore for a variety of reasons. One, the economy being global. Two, the traditional tools the government had at their disposal, industrial policy, economic policy, to combat some of these forces are no longer working effectively. Public budgets are under increasing constraints. So in some ways, companies, economies, the private sector in its various configurations will need to step up and play a role. But if you expect the private sector and companies to play a role, then we should ask ourselves, well, what are the characteristics of businesses that might make them more or less likely to affect some of these trends? And this is where the social and solidarity economy comes into play, because however you define it, and we're still here talking about definitions, and you can argue to death about the perimeter and who's in, who's out, but at the core, these organizations share some features that are very relevant when we think about the future of work. We've heard about them. I'm not going to go into it a lot, but let's just say that putting people at the center of their action and being focused on meeting the needs of their members and their communities, they're much less likely to, say, delocalize, looking for cheaper labor. They are much more likely to involve the workers in democratic and participatory governance structures. And these are some of the things we'll talk in the parallels as well. When we talk about these specificities, it's not just theory. When we look at the data, these specificities really matter. And Carlo showed this data yesterday, Borzaga, in his keynote, but I want to show it again, once because my chart is prettier. He had a table, I have pretty colors. But second, because I think it's really important and effective to show the difference, what we mean when we talk about different characteristics having different income. This is the data about the share of value added that is allocated to labor, comparing cooperatives with other enterprises. And overall, like Carlo was saying, we saw that while cooperatives allocate to labor over 80% of their value added, so for each euro of value added they produce, 80 cents go to their workers. For other types of companies, this is around 50%. And one could think that this is because while cooperatives operate in labor-intensive sectors, actually no. This fact holds true across the spectrum of economic activity. We see the same difference with some variation in sectors going from mining to real estate to business services. And it's particularly striking when we look at some of those sectors that, because of the trends I was talking about before, are expected to grow in employment and demand for work, social and welfare services. In these sectors, cooperatives allocate to workers over 90 cents per euro value added. Other companies, only 30 cents. So this is, I think, it's a very vivid picture where we have data, and we know we don't have a lot of data, but where we have it and we can measure these things, the data bears out the differences we're talking about in theory. And these differences are particularly striking in those sectors that we know will keep growing in terms of demand, because the needs keep growing in those areas. I will go through this quickly. We know that the SSE is important. It's been growing. It's been very dynamic in creating new types of organizations designed to meet new needs. We've seen the rise of social enterprises. We're seeing in some countries like Italy now, community enterprises. We've seen already the new types of cooperatives meeting the unique needs of workers in the gig economy. So it's been a very dynamic sector in figuring out new ways to respond to new needs that arise in our societies. And so, because of this, we can think and we can reasonably expect that the social and solidarity economy will play an important role with respect to the future of work. And that this role will take on different forms. Ideally, will take on different forms, and it's already doing it. One is the ability to create new jobs in emerging sectors, like those personal services we were talking about.
and the ability to create jobs in sectors that are low profit sectors. They have low margins of profit because of their specificities. They're better suited than other types of enterprises to operate in these sectors. We've seen, even in periods of recessions, that these companies have been able to retain employment and preserve employment a lot more than other types of enterprises. This is another striking data point for Italy. During the recession and the crisis, private companies shed 2 million jobs. The cooperative sector in Italy increased employment by 500,000 over the same time. And this goes back to some of the things Carlo was saying yesterday about the focus of these organizations on meeting their members' needs. Okay? So, and also, in particular case, if you go from the macro to the micro, we know the ability of these firms to help, for instance, in case of enterprise in crisis, worker buyout and involving the workers in their recuperating enterprises. And this is a phenomenon we've seen in Latin America, we've seen it in Italy and in other places. One thing that's interesting and unique, I think, is, and this also, I think, was touched upon yesterday, is the ability of these organizations to leverage intrinsic motivations. So to motivate people to work in sectors that they might not otherwise consider because they have a reward, not in terms of money, but in terms of motivation and satisfaction and job satisfaction. And where we have data, where we did polling, this comes out. Like workers in the social sector, for instance, they might make less money, but they're happier about their jobs, which ultimately, I would argue, is a key measure of the quality of work. This then transitioning to, okay, these are the expectations. We can think that these organizations will do this. They're doing it already. What can we do to maximize this potential and help social and solidarity economy organizations really address some of these challenges? And these, again, I don't think are anything new given what's been said in this conference already, but it doesn't hurt to repeat it. The first is this notion at the core of what is the social and solidarity economy, and really understanding it and promoting it as an alternative way of organizing economic activity. It's not there just to remedy market failures, it's not there to do things that other actors cannot do. It's fundamentally a different approach. It's a different economic model that has advantages and disadvantages. It doesn't work everywhere, but we need to understand what these advantages and disadvantages are, and we need to make sure that wherever these types of organizations can work and work well, they should be allowed to do it. And this is not the case today. There's still a lot of work to do on this front. And so when we think about what regulation should do, based on this realization, it should prevent the use of these enterprises for opportunistic reasons, where there's legal loopholes, where it's more convenient to make a cooperative because you can go around labor regulations. Those loopholes should be closed, because that's very bad for the workers, it's very bad for cooperatives, it's bad for everyone. But at the same time, we need to give flexibility to these firms. We need to enable them to operate in virtually every sector of our economy, wherever they can and wherever you can make a case that they could potentially work. So we shouldn't constrain them to specific sectors necessarily. We can also think about how to support these organizations, particularly for their role to employment provision. There's things that regulations could do to enhance the role that these organizations play for employment. For instance, by reducing the cost of hiring people in some of those low-profit services. Or, and this is something we'll be talking about tomorrow, enable these organizations to become more capitalized and grow, including through those profit distribution constraints and asset locks that can ensure that they have a longer-term outlook and perspective. And also another critical issue, and we're seeing it here, but in other parts of the world as well, is public procurement. Particularly to the extent that the public sector looks at social and solidarity economy organizations to provide some services that are in the public interest. Regulating this relationship through competitive procedures and tendering, it's a problem. It's a problem for the quality of work.
because these are labor-intensive sectors. The only way you can compete is by cutting labor costs. So the net effect of competitive tendering procedures is worse conditions for the workers in these enterprises. That's one reason why it's not a good idea. The second reason is because the public sector doesn't always know everything. When it comes to understanding emerging social needs, social and solidarity economy organizations, community organizations, organizations that are rooted at the local level are just as good as understanding what is going on where the needs are. So these are two very good reasons why public procurement should not be regulated through competitive bidding system, but rather move towards a co-design process, okay? So since this event is organized by the ILO, well, let's think also about what international organizations can do. And there's a few represented here, UNRWA, ILO, and so forth. One thing they can do, and they're doing it, and I commend them for doing it and should keep doing it, is promoting better knowledge of the social and solidarity economy at the global level. Through events like this one, through the research, they've been, of course, there's a conflict of interest here, but I'm going to say it anyway. It's really important. And if they don't do it, there's not many other actors that can do it, so I hope they continue. And promote it, particularly within the UN agency system. That's promoting this awareness. It's extremely important. And then promote, define, support the adoption of regulations that can be more homogeneous across countries and that go in the direction of the recommendations that I said before. So I think I'm out of time. I'm going to stop here. Thank you for your attention, and if there's questions, I'd be happy to answer them after. Thank you. Thank you very much, Ricardo. So I think that was a great first presentation. Not easy to speak after, right? Because a lot has been covered. So everything has been covered. We can go deeper, exactly. Thank you for saying that. So that will be the objective of the next speaker. So I would like to invite Bénédicte Fontenot to come. I introduced already Bénédicte yesterday, but maybe for those who have missed the session, Bénédicte is a researcher at HIVA, which is the Research Institute of the Catholic University in Leuven in Belgium. And Bénédicte has been working for over 20 years on research on different topics, including the social and solidarity economy, social protection, etc. And Bénédicte has also been leading this research on the contribution of the social and solidarity economy to the future of work. So this ILO research that we are presenting. So today, Bénédicte will go a little bit deeper, as Ricardo rightly said, and will share with us some insight and some of the work she's doing on the transition from the informal economy to the formal economy. The floor is yours. You have 15 minutes. Thank you, Bénédicte. Merci beaucoup, Valérie, et rebonjour. J'espère que vous allez bien depuis hier. Comme Valérie l'a dit, dans cette présentation, je vais me centrer sur ce potentiel que l'on voit de l'économie sociale et solidaire, de pouvoir contribuer à la transition de la formalisation de l'économie informelle, qui est un chantier gigantesque. Ce sont 6 travailleurs sur 10 dans le monde, c'est 4 entreprises sur 5 dans le monde. Et dans ma présentation, je vais plus spécifiquement me concentrer sur le contexte que je connais un peu mieux dans le monde, à savoir l'Afrique subsaharienne, dans laquelle près de 80% des travailleurs, et plus particulièrement des travailleuses, des femmes travailleuses, sont occupées dans l'économie informelle. Dans un premier temps, je voudrais vous proposer
deux liens, le pourquoi du lien que l'on fait entre l'économie sociale et solidaire et l'économie informelle. Alors il y en aurait beaucoup à faire, mais il y en a deux qui me semblent particulièrement significatifs. Le premier, c'est que on retrouve tant dans l'économie informelle que dans ce qui fait partie des raisons d'être de l'économie sociale et solidaire, la nécessité d'avoir des structures collectives d'intermédiation. Cette nécessité, elle est ressentie dans les pays d'Afrique subsaharienne en particulier et dans les États fragiles, comme on les appelle, parce qu'il y a besoin d'avoir des intermédiaires vis-à-vis des populations et des travailleurs en particulier, en l'absence d'administration publique décentralisée efficace. Donc on a besoin d'avoir des organisations intermédiaires et les organisations d'économie sociale et solidaire font partie de cette gamme de structures qui permettent aux gens de se regrouper pour notamment devenir des interlocuteurs vis-à-vis de l'État et du côté de l'État de trouver enfin des interlocuteurs organisés pour entreprendre un dialogue avec, dans ce cas-ci, les travailleurs de l'économie informelle. Et puis du côté des opérateurs de l'économie informelle, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour négocier les tarifs des places sur les marchés, que ce soit pour pouvoir vendre le long des routes, on a besoin, à un moment ou à un autre, de pouvoir entrer collectivement en dialogue avec la police, les autorités publiques, les autorités fiscales, et pour ça aussi, on a besoin d'organisation. Le deuxième lien, qui est d'un ordre plus socio-anthropologique, c'est qu'on observe des similitudes entre l'économie sociale et solidaire et certaines pratiques de l'économie informelle. Il faut bien se garder de généraliser la manière dont on décrit l'économie informelle parce que ce que l'on sait, c'est que c'est un ensemble extrêmement hétérogène de types d'acteurs, de volumes d'activité, de niveaux de développement, mais quand même on voit des différences entre la manière dont les opérateurs de l'économie informelle agissent et ce que l'on peut observer dans ce qu'on pourrait appeler les entreprises conventionnelles capitalistes. Une première similitude, c'est que dans les deux cas, dans l'économie sociale et solidaire et dans l'économie informelle, on a des activités économiques qui sont menées par des classes populaires. Ce n'est pas par hasard qu'en Amérique latine en particulier, c'est le terme d'économie populaire qui a beaucoup été mis en avant pour justement mettre l'accent sur le fait que ce sont bien ces classes-là que l'on retrouve à s'organiser collectivement pour produire des biens et des services. Le deuxième élément que l'on retrouve, c'est l'existence de ce que le chercheur Luis Razzetto a conceptualisé par un facteur C, aux côtés du facteur travail et du facteur capital que l'on retrouve dans les entreprises, à savoir de voir dans l'économie informelle des pratiques de coordination et de coopération qui sont particulière à la manière dont l'économie informelle travaille et que l'on retrouve évidemment de manière plus formalisée souvent dans l'économie sociale et solidaire. Et puis enfin, on voit dans l'économie informelle des activités économiques qui sont à cheval entre un pôle marchand, on est bien dans l'échange, dans la production et dans l'échange commercial de biens et de services, mais aussi dans un pôle de réciprocité. C'est ce qui a amené certains chercheurs, je pense à Abdou Salam Fall au Sénégal notamment, à parler, dans le cas de certaines unités de l'économie informelle, de recherche d'accumulation, mais sur le plan relationnel,
qui sont régis par un principe de réciprocité. On ne cherche pas forcément à tout obtenir de son client ou de son fournisseur à court terme. On s'inscrit dans des relations dans le temps, parce qu'on sait que dans le temps, à un moment ou à un autre, il va y avoir cette possibilité de réciprocité. Vous avez remarqué que si on trouve une majorité de femmes dans l'économie informelle en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, ce sont les hommes qui conceptualisent sur l'économie informelle. Alors quel rôle on observe très concrètement de l'économie sociale et solidaire dans la transition vers la formalisation de l'économie informelle? Cet après-midi, Jürgen Schwettmann en particulier va revenir sur ces différentes fonctions plus en détail. Mais pour les passer brièvement en revue, ce que l'on observe, c'est évidemment l'organisation collective des opérateurs de l'économie informelle. Mais ce que l'on observe, c'est que cela se fait dans des logiques différentes, dont toutes ne reflètent pas les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire. On pourrait dire qu'on est le long d'un spectre où on aurait d'un côté des organisations de l'économie informelle qui se regroupent vraiment dans une volonté d'émancipation sociale et de défense des droits, autant d'objectifs que l'on peut retrouver dans l'économie sociale et solidaire, alors que dans d'autres cas, des opérateurs de l'économie informelle vont plutôt s'organiser dans une défense d'intérêts corporatistes, parfois à l'encontre des intérêts d'autres acteurs de l'économie informelle ou d'autres classes sociales. Ce qui est important à comprendre, notamment sur la contribution de l'économie sociale et solidaire à la possible formalisation de l'économie informelle, c'est qu'il y a une question identitaire des personnes que l'on retrouve dans l'économie informelle. Est-ce que ces personnes se voient, se ressentent comme des personnes exploitées par un système dominant dans lequel elles ne trouvent pas leur place et dont elles sont exclues? Est-ce qu'elles se définissent comme entrepreneurs, comme on a beaucoup voulu voir les opérateurs de l'économie informelle dans les années 80, dans les années 90 notamment? On voyait ces opérateurs comme des entrepreneurs aux pieds nus, comme on les a appelés en Amérique latine, ou bien est-ce que ces personnes se voient comme des travailleurs, des travailleuses, mais ne travaillant pas dans des conditions de travail et à des niveaux de salaire décents? Cette question de l'autodétermination, de la manière dont se définissent les acteurs de l'économie informelle, que ce soit en Afrique subsaharienne comme dans d'autres régions du monde, est absolument déterminante pour apprécier le potentiel de l'économie sociale et solidaire dans ces processus de transition vers la formalisation. Deuxième rôle, à partir duquel vous aurez plus d'exemples concrets cet après-midi dans la session parallèle, c'est tout l'ensemble des services d'appui au processus de production et de commercialisation que l'économie sociale et solidaire peut rendre possible à des opérateurs de l'économie informelle. Dans l'agriculture en particulier, c'est une pratique extrêmement ancienne d'agriculteurs de se mettre ensemble pour acheter des intrants, pour commercialiser des services. Ces groupements paysans, ces organisations paysannes ne se définissent pas toujours comme des organisations d'économie sociale, mais c'est bien ce qu'elles font. Et en faisant cela, elles contribuent d'une manière ou d'une autre à permettre une certaine partie de la formalisation de l'activité économique. Enfin, on en a déjà discuté hier. Là où on voit aussi la contribution de l'économie sociale et solidaire, c'est d'une part dans ce rôle de défense des intérêts et des droits auprès d'autorités privées, auprès d'autorités publiques,
mais aussi l'organisation et la facilitation de l'accès à des services de protection sociale, qui est l'un des déficits les plus importants pour les travailleurs de l'économie informelle. Alors il y a peut-être 3 points d'attention sur lesquels je voudrais conclure et qui peut-être peuvent porter un petit peu la suite de vos travaux cet après-midi. Le premier point qui me semble très important, c'est de ne pas, je vais le dire comme ça, fantasmer les liens entre économie informelle et économie sociale et solidaire. Tout ce que l'on observe dans l'économie informelle n'est pas de l'économie sociale et solidaire. L'économie informelle regroupe aussi un ensemble de pratiques qui accentuent la reproduction des inégalités qui existent dans la société. Il ne faut pas nier cet élément-là parce qu'il est absolument fondamental à comprendre et à prendre en compte pour se rendre compte des limites et du chemin à parcourir éventuellement pour amener certains acteurs de l'économie informelle vers l'économie sociale et solidaire. Un deuxième point d'attention, c'est que empiriquement, les recherches montrent que même si le potentiel du lien entre économie informelle et économie sociale et solidaire est très présent, il est aussi très difficile à établir. Ce que l'on observe beaucoup, ce sont des organisations de l'économie informelle, je pense à des conducteurs de taxi-moto, je pense à des organisations paysannes, avoir beaucoup de difficultés à entrer en relation, à entrer en partenariat avec des organisations d'économie sociale et solidaire, dans le secteur de la protection sociale comme dans le secteur du financement. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est aussi difficile de faire collaborer ensemble ces organisations, parce que c'est ça aussi qui va rendre difficile la transition de l'économie informelle vers une économie plus formelle. Là aussi, il faut se garder de fantasmer le potentiel pour comprendre pourquoi depuis plus de 20 ans, on observe beaucoup que ça ne fonctionne pas, qu'on a du mal à le faire. On a du mal à amener des travailleurs de l'économie informelle à s'organiser en organisation d'économie sociale et solidaire. Il faut pouvoir le comprendre pour pouvoir un petit peu avancer. Et ça introduit le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que pour que ce potentiel puisse se réaliser de la contribution de l'économie sociale et solidaire, il y a besoin d'un accompagnement. Ça ne va pas se produire par miracle, ça ne va pas se produire parce qu'on l'écrit dans nos rapports, ça ne va pas se produire parce que des politiques l'écrivent dans leur politique publique, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va demander un accompagnement important, tant à une échelle très micro, d'acteurs de l'économie informelle au niveau individuel, qu'à un niveau plus méso, de groupe d'acteurs de l'économie informelle. Et cet accompagnement doit passer par un ensemble de questionnements. Questionner les logiques d'action des acteurs de l'économie informelle. Dans certains cas, comme je l'ai dit, il y a une finalité sociale. Elle n'est pas toujours explicitée, mais elle est là, la finalité sociale. Dans les pratiques de l'économie informelle, on va retrouver des similitudes, mais pas avec l'économie sociale et solidaire, mais pas dans toutes les pratiques de l'économie informelle. Il faut être clair là-dessus et il faut discuter avec les acteurs de l'économie informelle pour comprendre ça, comprendre les finalités, questionner les finalités et questionner les identités. Comment se ressentent les acteurs de l'économie informelle? Et là, on va avoir une diversité de réponses. Et peut-être que par la discussion et en identifiant certains groupes en particulier qui se reconnaissent un peu dans ce que l'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, là il y aura un peu plus de potentiel pour qu'ils puissent s'organiser ou non
en structure d'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Thank you very much, Benedict. Perfect timing, exactly 15 minutes. Thank you for highlighting the links between the informal economy and the SSE and how the SSE can contribute to transitions to the formal economy. Now we're going to go a little bit deeper again, but we're going to look at the Latin America perspective. So I would like to invite our third speaker. So j'aimerais inviter Mirta Vuotto pour cette présentation. Donc je vais d'abord présenter Mirta. Mirta est professeure chercheur à la faculté d'économie de l'Université de Buenos Aires en Argentine. Elle coordonne aussi le réseau des chercheurs d'Amérique latine sur les questions des coopératives. Et ses travaux de recherche et ses publications portent sur l'économie sociale et solidaire, bien sûr, mais aussi le travail associatif et la gestion des coopératives. La parole est à toi, Mirta. Tu as 15 minutes. Merci. Bonjour. Je souhaite remercier aux organisateurs de la conférence de l'opportunité pour échanger des idées et d'acquérir une meilleure compréhension commune sur les défis et les opportunités de l'avenir du travail et l'économie sociale et solidaire. Je vais développer l'exposé structuré sur le contexte latino-américain pour apprécier l'avenir du travail en Amérique latine, quelques facteurs déterminants qui sont presque les mêmes que vous avez commenté auparavant. Après, je vais réfléchir sur les organisations de l'économie sociale et solidaire et le travail décent pour mettre l'accent sur quelques initiatives intéressantes de l'économie sociale et solidaire en Amérique latine et arriver à des conclusions. Et concernant le contexte, vous voyez que l'Amérique latine est la région où les inégalités de revenus sont les plus marquées au monde, plus qu'en Afrique même. C'est en moyenne, dans les pays de l'Amérique latine, le coefficient de Gini a atteint 0,53 en 2017. La région s'est frappée historiquement par la pauvreté, le chômage et le sous-emploi. L'année passée, selon les statistiques du CEPAL, 30,2% de la population, soit environ 184 millions de personnes vivaient dans la pauvreté et plus de 10% vivaient dans la pauvreté extrême. Et ça, c'est la pauvreté monétaire, mais à cela s'ajoute la pauvreté sous ses dimensions non monétaires, telles que le manque d'accès à l'eau potable, à des installations sanitaires, etc. Et il s'agit des économies fragilisées et de ralentissement généralisé qui affectent la plupart des pays de la région. Ici jouent beaucoup les politiques commerciales nationalistes des États-Unis et face aux opportunités de beaucoup des économies et face aux opportunités des économies exportatrices de matières premières, comme c'est le cas du Brésil et de l'Argentine aussi. Il s'agit d'une région plongée dans l'incertitude et le ralentissement. Je ne peux pas.
Je ne peux pas faire courir le... C'est la troisième. Bon, concernant alors l'avenir du travail et les facteurs qui déterminent l'avenir, il y a la démographie, il y a une diminution du taux de croissance démographique et le vieillissement progressif de la population. Et sur les marchés régionaux, il y a une stagnation du taux de participation régionale, comme le résultat de l'impact conjoint d'une augmentation du taux de participation des femmes et d'une baisse d'un taux similaire de la part des hommes. Il convient toujours de noter que l'augmentation de l'insertion des femmes s'inscrit dans un contexte où la plupart des emplois émergents sont de mauvaise qualité. Il offre également au pays des possibilités de l'autre côté d'avancer dans un développement avec plus d'égalité. Concernant l'hétérogénéité structurelle, les pays de la région en général présentent une matrice d'exportation des produits primaires peu diversifiée, qui répercute sur les structures productives. Et les difficultés qui entravent la propagation du progrès technique perpétuent les écarts de productivité au sein même des pays, ainsi que par rapport aux pays les plus dynamiques en termes d'incorporation du progrès technique. Il y a une faible progression de la productivité dans l'ensemble des pays. Concernant les changements technologiques, il convient de noter que selon la Banque internationale du développement, les agents, et ça c'est quelques données intéressantes, les agents d'entretien et de nettoyage et les spécialistes des finances, ce sont les professions qui ont connu la plus forte croissance entre les années 2000 et 2017. Et à cela s'ajoutent d'autres professions telles que vendeurs, informaticiennes, spécialistes différentes. Et il y a beaucoup de professions qui sont communes à des choses qui se font à l'intérieur des organisations de l'économie sociale et solidaire. Comme résultat des tendances, il faut remarquer que sur le marché du travail s'établit un lien entre l'hétérogénéité structurelle d'un côté et l'inégalité des revenus de l'autre part, et les salaires des travailleurs étant les liens fondamentaux entre les deux phénomènes. Alors les inégalités de revenus ne sont pas seulement le résultat des écarts de productivité au niveau de production, mais également des disparités qui existent au sein de ces mêmes niveaux et secteurs où coexistent des travailleurs qui présentent des types de productivité très variables associés dans une large mesure à différents types d'asymétrie, dont les différences de scolarisation. Et concernant l'économie sociale et solidaire et le travail décent, il faut noter l'économie sociale comme le vecteur d'insertion et d'inclusion de l'économie informelle vers l'économie formelle, mais pas avec la fantaisie qui mentionnait Bénédicte de croire que tout ce qui se passe à l'informel va être le potentiel de l'économie sociale et solidaire. Il faut noter que l'incidence de l'informalité du chômage est plus élevée chez les femmes et les jeunes, et c'est la même situation, presque la même situation que vous avez remarqué, il faut l'urgence de donner des réponses pour les jeunes âgés entre 15 et 29 ans
qui sont exclus de toutes les formes d'éducation et de l'emploi. En Amérique latine, il y a 20 millions de jeunes dans la situation extrême. Bon. Je vais passer à un panorama un peu plus intéressant concernant les initiatives de l'Amérique latine que je trouve qui peuvent être démonstratives de l'impact et du potentiel. Et en Amérique latine, il y a près de 4 millions de personnes qui travaillent dans des formes d'associations et de coopératives et qui obtiennent leur subsistance de la récupération et la commercialisation des matériels recyclables. Et il y a une initiative régionale qui c'est une plateforme énorme pour la formulation d'actions d'investissement et de connaissances concernant le recyclage. Il faut noter que 65% des chiffonniers, ils ont le travail comme la principale source de revenus pour leur ménage et que les 20% des déchets dans les villes de l'Amérique latine sont recyclés par les chiffonniers qui travaillent dans des différentes organisations. Et les coopératives, dans le cas du réseau, permettent aux chiffonniers de recevoir une formation concrète et d'obtenir des salaires équitables, améliorant leurs conditions de travail et de vie. Il y a beaucoup d'initiatives en Amérique latine qui cherchent à professionnaliser les chiffonniers en créant des centres de gestion des déchets, en mettant en place des coopératives de vente et de revente et en formant des gestionnaires afin d'aider à gérer leur propre entreprise. Ici, c'est le travail d'accompagnement de ces initiatives qui fait que beaucoup de ces expériences peuvent avoir un développement intéressant. Ici, ces initiatives parfois ont l'appui des partenaires du secteur privé. Il y a des entreprises qui font des investissements et qui font des tâches d'accompagnement au développement des initiatives. Et même en Argentine, par exemple, la récolte des déchets à la ville de Buenos Aires, il y a un réseau énorme qui est promu par le gouvernement de la ville et qui soutient les salaires des travailleurs qui se sont organisés dans des coopératives et qui ont des différents centres de recyclage. Un deuxième cas intéressant, c'est de l'ensemble des coopératives appartenant à la SICOPA. Ne sont pas toutes les coopératives de travail de l'Amérique latine, mais il y a un ensemble de plus de 4000 où travaillent environ plus de 300 000 travailleurs. Bon, il y a aussi un exemple intéressant au Brésil. C'est l'exemple d'un projet qui avait eu naissance à partir d'une association qui était concernée par le programme de FAO de la Femme Zéro à la région du semi-aride du Brésil, où s'avait décidé de faire un programme pour assurer l'approvisionnement de l'eau nécessaire au maintien et dans de meilleures conditions à des familles rurales de la région du semi-aride qui n'avaient pas de l'eau pendant une longue période d'environ 8 mois qu'il ne pleut et qu'il n'a pas de l'eau pour boire. Alors, le programme a décidé
qu'il faudrait construire 1 million de citernes pour faire une accumulation de l'eau qui permettrait que pendant les 8 mois de sécheresse, les familles du Sertao pouvaient avoir accès aux ressources basiques. Alors le programme, c'était un programme très important parce qu'il y avait 1000 associations de l'économie sociale, il y avait quelques initiatives des églises, etc., qui ont fait un développement énorme sur les territoires pour construire les citernes. Ils sont formés de maçons pour faire la construction et au programme avait intervenu la famille ensemble, les enfants, etc. Et a eu beaucoup de création d'emplois à partir des choses qui se sont faites autour de la construction des citernes. Et finalement, chez nous, en Argentine, je dois mentionner le cas des entreprises récupérées qui, ce matin, on avait présenté un cas, mais il s'agit des initiatives qui ont montré que les travailleurs peuvent modifier substantiellement leur rapport au travail, que ce soit par leur engagement concernant le temps passé au travail ou l'évolution de la vie professionnelle, en réalisant des tâches qu'ils n'étaient pas censés accomplir auparavant. Il faut souligner qu'il y a eu un caractère novateur des modes d'appropriation collective des moyens de production qui a permis de certaine façon que quelques entreprises récupérées pouvaient résister à la marginalisation que le système prétendait leur imposer, ainsi que la valeur de ces actions visant à construire un modèle sans patron. Ils ont un impact important sur les classes moyennes qui a vu comment les entreprises, au lieu d'aller en faillite, étaient récupérées par les travailleurs. Et alors, il y a eu un impact sur la législation spécifique qui est la mobilisation des entreprises récupérées avait permis d'obtenir. Bon, je finirai comme des conclusions. Et la remarque sera sur le rôle des organisations face aux défis auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Je crois qu'il faut porter notre attention à la région avec les problèmes particuliers et surtout sur son potentiel de ressources, des activités naturelles et productives, des structures économiques diverses, la dynamique démographique, le capital institutionnel surtout et le capital social aussi. Et je crois que l'accent doit passer des politiques strictement sectorielles parce qu'ils n'ont pas un impact sur la durabilité économique et sociale à moyen et long terme. Il doit passer aux problèmes qui peuvent donner des réponses d'ensemble. Il faut aussi étendre les partenariats avec les pouvoirs publics pour pouvoir agir sur le territoire. Et avec dans cette direction, sera important de pouvoir substituer le clientélisme politique de quelques partenariats par une forte participation citoyenne. Concernant le développement des espaces territoriaux,
Il s'agit de promouvoir le développement des projets de territoire au sens large du terme, un quartier, une zone rurale, une région, etc., démontrant que les initiatives et les solutions émergent le plus souvent du même territoire. Plutôt que de venir d'en dehors et de copier des modèles, ils peuvent avoir quelques développements qui surgissent du même territoire entre différents partenaires avec une prise en compte globale du territoire associant une pluralité de parties prenantes publiques et privées, où l'emploi, c'est l'enjeu majeur. Enfin, il faut établir des alliances avec des partenaires sociaux pour la reconnaissance légale, économique et sociale des initiatives qui sont partout. Et ici, il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine des politiques publiques, à mon avis, et du travail des acteurs sociaux. Dans une période marquée par des importants changements dans le paysage politique des pays dominés par de fortes contraintes internes et externes. Et je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, mais des approches intégrées qui peuvent combiner mesures politiques, mécanismes institutionnels et notamment l'implication active des acteurs et des actrices de l'économie sociale. Et ça, ce sont les choses qu'on peut montrer de la part de l'Amérique latine. Merci. Thank you very much, Mirta, for this presentation and for the insights from Latin America on how SSE organizations are addressing the impact of the changing world. After our three speakers, I would like to invite our discussant for this session. So I would like to invite Mr. Juan Manuel Martinez Louvier to come and reflect on these three presentations. So Mr. Martinez Louvier is the director of the INAES, which is the National Institute of Social Economy in Mexico. So please, the floor is yours. Would you like to stay here? The mic, please. Thank you. Well, it's difficult. Maybe we have less than the 10 minutes, or yes. It's difficult to make a synthesis of what my colleagues just said. But, well, I will begin with Ricardo, that he shows how now the difficulties of work in the present and how they are the dynamics and the trends are marked by the demographics, how the population is changing, shaping and new models in the entire world, but also how the economics, after, well, this is my speech, but after 30 years of neoliberalism or just a single model of economics in the world, we have consequences, and those consequences are about concentration and also the quality of employment and the new division of the economic world. So that faces to the future. And with many challenges, and one of them is the technical. What's going to happen with the new technology and new production models? I will say something about that later. And well, basically that how those dynamics are very challenging, and so how social economy could be a new social pact to protect employment and have new social protection models. Well, maybe that's the synthesis of Ricardo. Excuse me, but I just have a post-it for each one. And then Benedicto, I think it's one of to make a link, one of the consequences of the new models, the new economic models, is how, and demographic as well, how very big amounts of population that have to live
and to search for the means of well-being, they have to be, the only thing that they have is their work. And so they have to mobilize that work in terms of many, many forms. And one of them is the informal market. And so I think that your presentation was very clear in talking about, well, from the the African Saharan experience, how those mobilizations and dynamics of work, informal work, will have a very specific relation with social economy. And I really loved how you describe it, and how even you spoke about Latin American Raceto, talking about the components that we have in the informal economy and the social economy. And so how, if we can be clever and creative, we can make intelligent links to have those populations that now are excluded to new forms using the social economy tools. Is that right? And finally, from Argentina, we could have, from Mirta, we could have this context effectively from one of the deepest region of the world in terms of inequality, and how also the context that we have in the present with the models of capitalism in this region has marked populations to be very small populations with everything that can concentrate richness and services and many things in a very few, and big amounts of population trying to get their lives with very small resources. And you told us about well, how in Argentina specifically they're having some initiatives about the recuperation of factories and also the recycling people working in that. Maybe it's that 5 minutes. But now from what I can tell is that I was thinking now with your 3 presentations as a question, and also a question for my work in Mexico, if we could take social economy to a different level, to a structural level. Of course, it is nice to talk about the people that have were unemployed and now they have small initiatives. But I think that capitalism is not thinking about that. So just let me put an example. 2 weeks ago, I was in a summit in Mexico about finances, and it was not the ILO who was the organization promoting that. They were the 3 certification organizations, Moody's, Standard & Poor's, and Fitch. So the dialogue was quite different. And they are not talking about how to change things, how to think about new structures. They are thinking about the future of work, the future of revenues, but they are talking all the time about how they are going to finance or make the logic of finances in every single human activity. So trying to relate what you just said and that experience, how to think about social economy also in those terms, to make those logics, maybe the C factor, in all things, infrastructure, new technologies. And at the end, I think that the classic consideration about the property of the means of production is more valid than ever. They were talking like that, because they assume that the biggest element to create richness is capital. If we have the opposite conception of that, if we do believe that the most valuable variable in the construction of richness is work, not capital, how to think and reshape things about property of the means of production. And I think that more than ever, social economy can do that bridge between the 2 conceptions, the old one and the future one, but putting people into the center. And I think that's not an ideology, but a need to create a better future. That's what I can say. Thank you very much.
Thank you. Thank you very much, Juan. Now I would like to invite our three speakers, Mirta, Benedict, and Ricardo, to join us or to join me, actually, for a Q&A session. Please have a seat. So we have a question here, but if you want to say something first. No, please, let's open the floor. Okay, let's open the floor. So we have a question here and a question there. And Two already. Hello, David Thompson from Tasmania. I've spent the best part of all my working life, or the last 30 years of my working life, following the journey of social solidarity economy organisations in Australia in the first radical neoliberal experiment in the public employment service. So in 1998, when it started, there were 550 local community organisations, all of which were conducting social enterprises before it became trendy, all of which had very good connections with the local community and strong support from the local community. The government set all of them and private sector organisations and the public sector up for competition amongst one another. And I can go into that I could spend the rest of the week talking about it if you like. But today there are 46 organisations. The biggest provider of services in Australia is the American Maximus Corporation. The nature of the work that's done by the people serving the 1.5 million citizens that go through that system is anything but decent. The nature of the treatment they give people coming into the system is anything but decent. And we witness a high degree of what some people call isomorphism between the different sectors, because the government is so prescriptive about what's done with whom and when. So I think I am a very, 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 very strong supporter of the possibility of these organisations to perform an amazing role, but I think we need to be careful not to be too romantic about it, because it's fraught with all sorts of traps and problems. There are some organisations that started out that way, and the people in them started out that way, and they've grown fins, and they behave in exactly the same way as some of the private sector counterparts. And that's in an environment where there's no price competition, but there's competition for contracts. And just again, I could go on at great length, but we didn't. So I've been working for an organisation that's building the capacity of the SSE organisations and representing them and arguing with the government and the Prime Minister and all sorts. At one stage, there were 3,000 A4 pages of rules and requirements and 156 different outcome types. And what happens in these systems is they get riven with red tape, which is designed to stop gaming and all sorts of other things. But and so my message is we shouldn't be too romantic about it, but on the other hand, I think we need to reflect about what decent means. And there's a very nice piece of work by the Israeli philosopher Ashiva Margalit. He wrote a book called The Decent Society. And it's not enough for things to be just and equal. They have to be decent. They have to respect people's integrity and their dignity as human beings. They have to have agency, etc. But I'll just finish by making it. It's more of a comment, which I'll invite you to respond. But I think we need to think a lot more about the importance of relationships at work and about the possibility that the growth of the gig economy will turn work into episodic, individualised, and atomised parcels of work which don't enable the formation and development and maintenance of relationships. And I think we need to actually have that lens on
these things as well. But I'll just close by saying, I think it can be done, but I don't know where you would get the public officials that have the skill, the wit and the attitude to actually operate in a way which would nurture the development of such things rather than what I've seen happen. Thank you. So I'm just going to give the floor to a second question and then we... Merci pour les orateurs. Je vais abonder dans le même sens que vient de dire monsieur et monsieur du Mexique. Permettez-moi, c'est des réflexions en fait, plus que des questions, mais d'après, c'est une réflexion qui vient de ce qu'on a vu ce matin et des exposés qu'on a vus, particulièrement la première suite à l'exposé de M. Ricardo Bodini sur les défis que doit relever l'ESS pour l'avenir du travail, etc. Ma réflexion est la suivante. Bon, je suis peut-être pas experte dans l'ESS, mais quelque chose quand même m'interpelle. J'ai l'impression qu'on voudrait promouvoir l'économie sociale et solidaire avec l'esprit et les méthodes avec lesquelles on a fait l'économie depuis 30 et 40 ans, ce qui n'est pas possible. Les entreprises, l'économie sociale et solidaire, elle est bonne pour résoudre les problèmes sociaux, mais on va la soumettre à tout ce qui est conditions actuelles de marché, à savoir la concurrence, le financement, les taxes, etc. Et là où on va avoir une production et une valeur économique ajoutée. Non, on va faire intervenir l'entrepreneuriat social qui va être une nouvelle conception et c'est là où on va faire produire de la richesse. Les autres, c'est juste des organisations de population pour faire des pourparlers. Donc, je pense si on va comme ça, on ne va pas aboutir à grand-chose avec l'économie sociale et solidaire et on va perdre du temps et beaucoup d'argent et on ne va pas avancer. La deuxième, et là, si, comme vous avez dit, les pouvoirs publics n'ont plus les moyens d'intervenir pour élever le défi de l'emploi, vu les différents facteurs qui l'ont influencé, et donc qu'est-ce qu'on va faire ? Au moins, moi je pense au moins pour les organisations comme l'OIT, qu'elles donnent la possibilité à ceux qui font les politiques publiques à appuyer l'économie sociale et solidaire. Ils ne vont pas pouvoir revenir vers une économie publique et des entreprises publiques, mais au moins leur donner les moyens pour appuyer ce type d'économie. On ne va pas les lâcher comme ça dans la nature et puis leur dire débrouillez-vous et basta. La deuxième chose, c'est pour appuyer ce qu'a dit Madame Myrta. Non, Bénédicte Fontenot, deux choses que je voulais appuyer. La première chose, c'est effectivement contextualiser. C'est pour ne pas affronter de face toutes les difficultés qu'il y a pour passer de l'informel au formel. Donc effectivement, il y a des activités qui sont plus aptes à des acteurs de l'informel qui sont plus aptes à s'organiser dans des entreprises de l'ESS, alors que je pense pour les autres, ce que vous appelez les entrepreneurs à pieds nus, c'est des survivants de l'économie qu'on vit, l'économie de marché, l'économie libérale. C'est des individualistes, je ne pense pas, qui vont réellement être dans une structure collective. Et je me rappelle, il y avait l'Académie de l'ESS en Afrique du Sud en 2015. On a beaucoup parlé de le rôle de l'ESS. Il y avait justement l'expérience des syndicats, et vous l'avez dit,
Madame l'a dit aussi, les syndicats qui peuvent jouer les rôles d'interface et d'organisation par rapport au pouvoir public et ces individus-là. Il y a des expériences très intéressantes. Voilà. Et deuxième chose, je voulais appuyer aussi la question de la perception de ce qu'est ce travailleur de l'informel. Est-ce qu'il est réellement en train de produire et pouvoir être dans un groupe pour défendre ses intérêts et formaliser son activité, ou bien déjà pratiquer une activité illégale, parce que les marchands ambulants, selon la législation des pays, est-ce qu'il est dans la légalité ou non, qu'est-ce qu'il vend, et puis chercher comment le formaliser. Merci. Merci, thank you very much. Valérie, comme il y a une dernière question, on va justement prendre là et après on va ouvrir. Je m'appelle toujours Philippe Chédot, depuis ce matin, je n'ai pas changé. Moi, j'ai trouvé cette session passionnante. Le problème, c'est que ça m'a fait faire 3 réflexions. La première, c'est on parle de travail décent. Et pourquoi on n'est pas un tout petit peu plus ambitieux en parlant de travail de qualité? Alors, je tombe peut-être dans le romantisme, mais à mon avis, si on fixe les objectifs un peu plus haut, on sera moins déçu à l'arrivée. Et puis même si on veut être encore un peu plus ambitieux, pourquoi pas activité de qualité? Parce qu'il y a aussi la nature du travail quand même qui est en jeu. Ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est Riccardo Bonini qui disait à juste titre, dès qu'il y a une révolution économique et industrielle, par exemple, il y a plein d'emplois qui disparaissent, il y a de nouveaux emplois qui sont créés. Complètement d'accord, l'histoire nous le montre. Mais en même temps, ces révolutions technologiques ont amené une augmentation importante de la productivité des travailleurs. Et en même temps, il s'est passé qu'il y a eu une réduction massive du temps de travail. Donc la question aujourd'hui, on va dire, avec les nouvelles technologies, c'est que, à mon avis, effectivement, ça va faire disparaître des emplois, ça va en créer d'autres, mais il y a une troisième jambe qui est aussi la réduction massive du temps de travail, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, dernière réflexion, encore pour Riccardo, enfin, entre autres, c'est Riccardo Bonini qui m'y a fait penser. Il nous a fait un plaidoyer qui m'a enthousiasmé sur l'économie sociale et solidaire, enfin, qui nous a enthousiasmés tous, je pense. Et la question qui me taraude depuis très longtemps, c'est... on a kyrielle d'arguments pour montrer que cette économie a plein de qualités. Mais alors pourquoi les pouvoirs publics ne soutiennent pas massivement cette économie sociale? Pourquoi l'Union européenne n'est pas motrice là-dedans? Alors, je doute qu'on ait la réponse parfaite tout de suite, mais à mon avis, c'est vraiment un sujet important. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire passer à la fois les valeurs qui nous animent et l'efficacité de l'économie sociale et solidaire? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut ouvrir le débat. Riccardo, would you like to start? So there's one element that was, I think, shared by all 3 comments, and it goes back to the role of the public sector and public policy. To the first point, I think in these presentations we tend to paint by broad strokes, right? We want to highlight some common threads, and I absolutely recognize the issues that we have within the social economy when we talk about isomorphism and also demutualization and organizations that start out as social economy organizations and then transition to something else. But I see a lot of that also due to a regulatory environment that enables them to do that. And we see it happen more in countries that enable demutualization, that do not have, for instance, asset lock provisions. If you have an asset lock provision, the incentive to sell the enterprise or transform a collective ownership, like a cooperative, to a different type of organizations is much lower. And we've seen demutualization processes going on more in countries like the UK, for instance, within Europe, that do not have those provisions, and countries that have those provisions have been able to maintain their identity. But I take from what you're saying also the role that the regulatory environment has. And this brings me to the second point. I wasn't saying that governments can't do anything or have much less power. I think they're
power might reside somewhere else. So in particular, for the topic we're discussing today, it's much harder for a government to simply enforce strict labor standards and labor laws, because companies who don't have the interest of workers at heart will simply delocalize. We're in a global environment. It's much harder for any individual government to force companies to do certain things. What is important is to cultivate an economy that is also composed of companies who do want to do those things because that's part of their nature. And that's where promoting the social and solidarity economy comes into play. And I think the focus of public policy in those cases should probably be on cultivating an environment where you have a diversity of enterprise forms, where you can encourage the development of enterprises that have the interest of workers and communities as the main goal of their activity. And that's where you will probably be able to make a difference. Why is this not happening, or is it not happening enough? Certainly, I agree with you, it's not happening enough. I think it goes back also to a kind of cultural battle that we have to fight. And it starts with education. In the parallel session this morning, we talked about research, we talked about capacity building. We kind of skipped that crucial element that is education. That's where research and knowledge can be applied and transferred to people starting at a very young age. Because as long as kids starting from elementary school, middle school through university only hear about one type of enterprise, one way to organize economic activity, which is for-profit, market-driven, it'd be very hard for those kids who will become managers to manage organizations in different ways. It'll be hard for those people who will become policymakers to be sensitive to other issues. So this cultural element that starts, in my opinion, with education is critically important, and we need to focus more on it. Thank you, Ricardo. Bénédicte? Oui, mais merci pour vos commentaires. Parce que ça complète bien les présentations qu'on a données, je trouve. Vous mentionniez tout à l'heure, et vous aussi, qu'on utilise beaucoup le terme travail décent. Et effectivement, au sein des Nations Unies, au BIT, tout de suite on sait à quoi ça se réfère, on sait ce qu'il y a derrière. Mais c'est une notion qui est souvent très difficile à expliquer à des personnes. Et moi j'en ai fait l'expérience dans des recherches où on discute avec des travailleurs de l'économie informelle, parce qu'on essaye de comprendre dans quelle mesure ils considèrent que leur travail, leur activité se fait dans des conditions décentes. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut réduire uniquement aux 4 piliers définis par le BIT. Et je me rappelle d'une réflexion qu'on a eue en République démocratique du Congo avec des travailleurs de l'économie informelle avec qui on discutait sur ce qui rendait leur activité acceptable, décente. Et ce qu'ils nous répondaient globalement, c'est en fait c'est quand on ne s'inquiète pas, quand on ne doit pas s'inquiéter. Pour dire à quel point, dans certains cas, on est à un tel niveau d'activité de survie que c'est très difficile même de pouvoir se représenter ce que pourrait être le dialogue social, la protection sociale, le droit des travailleurs. Et ça m'amène un peu à poursuivre ce que vous, madame, vous avez dit très justement en disant, mais certes on peut amener des travailleurs de l'économie informelle à réfléchir sur comment aller vers de l'économie sociale et solidaire dans un but de transition vers la formalisation. Mais
on ne va pas loin si derrière il n'y a pas l'idée de vers quelle économie on veut aller, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est pas juste un instrument qu'on peut utiliser pour insérer des gens qui ne trouvent pas d'emploi sur le marché classique ou pour formaliser des activités informelles. Derrière, il y a un projet politique plus large. Or, dans certains contextes, et je fais le lien avec ce que je viens de dire sur la République démocratique du Congo, c'est extrêmement difficile d'imaginer ce que peut être l'économie parce qu'on est dans une telle situation déstructurée de l'économie et de ce qu'on appelle les marchés, mais moi je ne suis pas économiste, mais j'aurais du mal à considérer que c'est vraiment des marchés, que c'est très difficile de pouvoir imaginer quelque chose, vers où aller. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui va demander effectivement de l'appui au développement de capacités, des réflexions, des interactions entre chercheurs, praticiens venant de différents niveaux pour essayer de réfléchir là-dessus. Mais on ne va pas le décréter. Et enfin, une troisième réflexion, c'est par rapport au rôle que les syndicats peuvent jouer, notamment dans la transition vers la formalisation par l'économie sociale et solidaire. Et on voit qu'effectivement, il y a pas mal d'initiatives syndicales, y compris en Afrique subsaharienne, dans ce domaine-là. Mais toutes les expériences ne sont pas couronnées de succès parce qu'il y a quand même un élément qui est un facteur qui est particulièrement compliqué, c'est le facteur identitaire en fait. C'est que les syndicats en Afrique subsaharienne jusqu'à présent restent sur un modèle relativement occidental du salariat, que ce soit dans la fonction publique ou dans la fonction privée. Alors certes, ils font des efforts pour organiser des travailleurs dans l'économie informelle, mais on sent que sociologiquement, ils vont vers des travailleurs dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Et inversement, les gens de l'économie informelle ne se reconnaissent pas dans ces travailleurs de la fonction publique ou du secteur privé. Et c'est un obstacle très important dans le potentiel, dans le rôle que pourraient jouer les organisations syndicales de s'attaquer en fait à cette question identitaire. C'est important dans la transition de l'économie informelle, mais c'est aussi important dans la légitimité que les organisations syndicales veulent conserver en Afrique subsaharienne en particulier, où en fait ils ne représentent plus grand monde en fait, dans le monde du travail. Merci beaucoup, Bénédicte. Myrtha, est-ce que vous voulez commenter? Je vous remercie de vos commentaires et pour faire la comparaison des situations. Et je vais vous dire qu'en Argentine, il y a eu un groupe énorme de gens qui travaillaient à l'informel et qui se sont conformés comme mouvement politique. Ils ont conformé la centrale des travailleurs de l'économie populaire. Ils ont fait de lobbying au Congrès pour avoir une loi qui protège le travail, qui reconnaît le travail de chiffonnier, le travail de couturier à domicile et toutes ces professions comme des vrais travails. Alors, les revendications principales, c'était d'être reconnus comme des travailleurs. Alors, l'ensemble de la centrale des travailleurs de l'économie populaire avait été reconnu par le ministère du Travail avec un statut de partenaire social des syndicats formels. Et alors, ils ont une allocation qui s'appelle salaire complémentaire, qui c'est quelque chose comme un salaire minimum
Mais la condition principale, ce sont des coopératives, ce sont des associations, ce sont des formes d'organisation d'économie sociale et solidaire qui se sont fait reconnues comme des vrais travailleurs. Alors je trouve que c'était l'idée de, c'est pas un travail digne, sinon une reconnaissance comme travailleur comme tel. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et de l'autre côté, pour le lien avec les syndicats, et les syndicats de l'industrie graphique en Argentine a une bourse de travail et il fait des démarches pour essayer de conformer avec des entreprises qui sont dans des faillites ou qui vont disparaître. C'est les syndicats qui essayent, avec les ouvriers de l'entreprise, de constituer des coopératives de travail comme l'option plus soutenable face au chômage. Alors, on les met le nom d'économie sociale et solidaire, mais ce sont des différents chemins que les gens cherchent pour sortir de la pauvreté, de l'ignorance et tout cela. Et je trouve qu'il y a que c'est beaucoup important les alliances qui peuvent établir avec des partenaires différents comme certains organismes de l'État, ou les syndicats ou des associations du secteur privé qui vont aider, qui vont pas aider, sinon accompagner les expériences pour avoir son propre développement. C'est ça, c'est que... Merci beaucoup, Mirta. Thank you very much, Mirta, Benedict, and Ricardo. I think we are already quite late on the program, right? But I think this session was, and I know there were other questions, but we will have the coffee break to further discuss that. I think this session was a great introduction to our topic of the afternoon, right? On the SSE, the future of work, and how it contributes to the decent work agenda. We will have actually the next 3 parallel sessions that will go actually a little bit deeper on the areas of the decent work, including the creation of decent work and working conditions. The second parallel session will be on the transition from informal to formal economies, to go a little bit deeper on what Benedict had touched upon. And the third one will be on inclusive governance and the participation of the workers. So it will be an opportunity to continue the discussion